Et on va donner la parole maintenant à Thierry Hoquet, qui justement, lui aussi, est déjà un homme debout, un homme libre, mais je vais quand même présenter avant qu'il prenne la parole, qui lui aussi aime mêler les genres et qui notamment s'intéresse beaucoup à la littérature. Il navigue beaucoup entre littérature et philosophie. Il est notamment l'auteur d'un très bel essai sur l'écrivain japonais Mishima, qui s'appelle Le Mystère Mishima, qui était paru chez Gallimard. Et il s'intéresse, Sarah Chiche parlait tout à l'heure du changement de sexe, de la circulation entre les genres, etc. Thierry Hoquet s'intéresse justement aux êtres inclassables, aux identités marginales, sur la scène littéraire, mais aussi du côté des sciences, puisqu'il est d'abord, il faut le dire, philosophe des sciences. Vous allez rester là ou vous allez... Non, ça c'est bon. Et on a peur qu'il s'en aille là. Voilà. Il s'est intéressé, j'en ai pour vraiment 15 secondes, ne perdez pas patience, mais je voudrais vous présenter. Il s'est intéressé notamment à ces figures qu'il nomme presque humaines, ces figures à la charnière de l'organique et du technique, et qui lui permettent, ces figures, de réinterroger ce qu'on a pris l'habitude de définir comme le propre de l'homme. Donc ces figures, c'est des mutants, des zombies, des cyborgs. Il a publié un livre qui s'appelle Cyborg Philosophie, qui est au Seuil en 2011. Il a publié aussi un autre livre qui s'appelle Les presque humains, c'est l'expression dont je vous parlais. Et dans son tout dernier ouvrage, qui est sorti tout récemment, Le Nouvel Esprit Biologique, cette fois c'est au PUF, aux Presses universitaires de France, et bien là il déconstruit, il s'en prend, il remet en question ce qu'il appelle le biologisme, on en parlait ce midi, c'est-à-dire notre fascination pour l'ADN par exemple, et plus généralement notre foi naïve dans une espèce de déterminisme biologique ou biologisant qui justement dessinerait les limites ou enfermerait comme ça nos libertés et donnerait fatalement la clé de notre destin. J'espère que je ne trahis pas votre propos. Et en tout cas, Thierry Hoquet, merci d'être là. Vous avez la parole, vous aussi, donc debout pour 20 à 25 minutes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je t'ai tourné vers vous parce que je vais vous tourner le dos pendant le reste de la présentation, mais d'abord je voudrais vraiment vous remercier pour l'invitation à travers vous, le journal Le Monde, mais aussi toute la ville du Mans et l'équipe du forum qui est vraiment formidable. Merci. Enfin, c'est très émouvant après tout ce qu'on a traversé, le Covid, etc., pour moi d'être présent dans une salle si grande avec autant de monde pour faire entendre la voix de la philosophie. Donc vraiment, merci infiniment. Voilà. Alors bon, il y a deux raisons tout à fait différentes à la manière dont je suis entré dans la question de la liberté, parce qu'elle est très vaste en fait. La première, c'est que je suis le papa d'une jeune fille qui a 11 ans et qui m'explique qu'en fait elle est déterminée par ses hormones à être de mauvaise humeur, donc c'est une négociation permanente. Et la deuxième, c'est aussi la question du biologisme, justement, c'est-à-dire cette idée de par quoi est-ce que nous sommes déterminés finalement et comment négocier un espace de liberté. Alors pour ça, j'ai décidé de prendre un peu de recul et de faire un peu de philosophie générale, un peu pour ainsi dire. C'est-à-dire, je vais vous proposer 5 étapes, 5 images qui sont en quelque sorte des manières d'entrer dans la question, d'aborder la question. J'ai essayé de construire une ligne, mais en même temps, c'est un peu en éclat. Donc voilà, pardon d'avance. Mais disons, voici le problème tel qu'il s'est posé à moi. Liberté, liberté chérie, c'était mon titre donc, parce que la liberté vit dans nos cœurs, parce qu'elle habite nos pensées, et parce que nous sommes constamment avec le sentiment, nous éprouvons constamment le sentiment d'être contraints, et quand nous sommes contraints, nous regimbons comme des chevaux fougueux. Sans doute, nous ne nous sentons jamais pleinement libres. Nous doutons souvent d'être dans des conditions optimales pour que notre liberté s'exprime, et même en démocratie, donc nous avons souvent le sentiment de vivre en dictature, même si évidemment ça ne correspond pas à notre réalité, c'est le mot qui nous vient. Si peu qu'une autorité ou un pouvoir pèse un peu trop lourdement sur nous, eh bien une saine colère monte aussitôt. Nous crions au fascisme, et à travers toutes ces expériences, c'est-à-dire dans le doute général qui plane en fait souvent sur les conditions dans lesquelles notre liberté peut s'épanouir, eh bien il y a cependant un point dont nous ne doutons jamais, ou enfin je ne crois pas, c'est que notre liberté existe, peut-être pas dans nos actes, mais elle existe à l'intérieur de nous, elle existe quelque part, ce pouvoir, cette force irrésistible, qui s'appelle, sans doute à tort, on le verra, mais ma liberté, comme si elle était individuelle, quelque chose que je portais justement en moi et indépendamment de toute existence, de toute condition de réalisation.
Alors là, on ne le voit plus, mais vous l'avez sur les programmes, le magnifique dessin qui sert un peu de fil conducteur pour nos réflexions sur la liberté, ce dessin de Sergueï, qui représente donc une marionnette dont on coupe les fils et qui se sent soudain libre de courir. C'est magnifique et c'est fou à la fois. Emmanuel Kant, au début de la critique de la raison pure, rappelait, c'est une image qui est célèbre parmi les profs de philo en tout cas, l'idée d'une colombe en fait, qui se sentait freinée par l'air et qui aspirait à un monde où il n'y aurait plus d'air afin de pouvoir voler plus librement. Alors évidemment, on voit bien ici tout le problème, c'est que sans air, elle ne pourrait même pas voler en fait. Donc là, ici, l'idée de la marionnette à qui on coupe les fils ou qui coupe elle-même ses fils et qui par là se sent libre, c'est tout le problème de savoir ce qui nous fait tenir debout en fait. Et si, en coupant ses fils, la marionnette ne va pas tout simplement s'effondrer. Donc, c'est un magnifique point de départ. Mais donc, la première image avec laquelle j'ai voulu partir pour réfléchir avec vous, c'est, j'ai pris celle-ci par hasard, pratiquement, mais c'est l'image du mur, en fait. Un mur, qu'est-ce que c'est ? S'il y a un lieu, il me semble, qui emblématise la liberté ou une situation qui nous la fait saisir, c'est quand nous sommes face à un mur. Le mur, c'est bien sûr ce qui emprisonne, c'est bien sûr ce qui arrête. Le mur, c'est l'incarnation même d'un monde toxique, d'un monde frileux, d'un monde qui se protège, d'un monde coupé en deux, le mur de Berlin, le mur anti-migrant de Donald Trump. Mais précisément, à quoi servent les murs ? Les murs poussent toujours là où l'on passe. On les a construits pour empêcher le passage. Ils se tiennent donc toujours en travers d'un chemin. Les murs sont là précisément parce que notre tendance générale, c'est de les contourner, c'est de les dépasser, c'est de vouloir passer. Si bien que dans le monde humain, dès qu'un mur est érigé, il y a immédiatement quantité d'individus qui s'échinent à le dépasser, à le contourner. Précisément parce que le mur s'est mis là où l'on voudrait aller. Ériger donc un mur et aussitôt, selon la fonction que vous aurez attachée à ce mur, vous ne pourrez éviter que soit ceux de l'intérieur veuillent sortir, soit ceux de l'extérieur veuillent entrer. C'est ainsi. Le mur a cette étrange propriété, donc, de produire chez les humains des comportements adverses. Le mur produit, on peut dire, ce qu'il voudrait éviter. Il excite les passions contraires. C'est que le mur, en fait, incarne des valeurs. Il définit ce qui est une sorte de polarité, je vais y revenir. Donc ce n'est pas juste qu'il interdit le mur aux humains d'être libres, c'est qu'il dessine dans l'espace un plus et un moins, et qu'il constitue donc une table d'orientation pour nos actions. Le mur instaure un ordre du monde, il polarise ma volonté et mes efforts. On pourrait dire que la prison ne sert à rien, sinon à signifier qu'il y a de la valeur à être dehors. Et qu'à l'inverse, une forteresse ne veut pas dire grand-chose, sinon qu'il y a intérêt à être dedans, et peut-être même qu'on cache là, à l'intérieur, des choses importantes. Donc le mur, il symbolise l'interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la petite pièce au fond du château de Barbe-Bleue, la seule qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, mais c'est celle-là qui nous intéresse. Certains murs sont d'ailleurs transparents pour laisser voir la valeur qu'ils protègent, ce sont les vitres, les vitrines dans les musées, et normalement le public tourne respectueusement, bien sûr, autour de ces murs pour honorer la valeur qu'ils contiennent. Bien sûr, on peut aussi choisir de casser le mur pour différentes raisons. Je n'y reviens pas. Je donne juste quelques exemples de ces murs pour voir concrètement à quoi je pense. La biologie fonctionne souvent comme un mur. Je l'évoquais tout à l'heure à travers ce qui nous déterminerait à être ce que nous sommes. Je dirais également, si je voulais... Excusez-moi, c'est peut-être... on verra. Les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. On a l'impression qu'à partir du moment où le ministère dit porter une attention particulière à ces atteintes, elles se multiplient. Comme si finalement le règlement intérieur des collèges et des lycées fonctionnait comme un mur, en fait, c'est-à-dire comme un attracteur pour quantité de jeunes personnes qui veulent mettre à l'épreuve leur liberté en se confrontant à ce mur. Où la valeur de l'acte, finalement, consiste finalement avant tout dans la transgression possible qu'on peut faire de ce règlement, de ce mur. Le mur incarne donc un ordre face auquel je veux mettre à l'épreuve ma liberté dans le simple fait de passer malgré tout. Troisième exemple, peut-être le dernier, le vernis à ongles, un produit en vente libre dans les magasins. Mais si je suis un homme et que je décide de mettre du vernis, eh bien, tout à coup, ça va
provoquer quantité de réactions. Ça n'est pas que j'ai commis quelque chose de mal, la denrée est donc parfaitement licite, hein, mais simplement, je rencontre un mur, et ce mur, c'est ce qu'on appelle communément la différence des sexes, c'est ce qu'on appelle la question du genre. Alors, deuxième image, deuxième petite chose que je veux vous montrer, c'est juste un fauteuil, c'est pour ça que j'ai pris le mien aussi. En fait, vous savez tous qu'il y a une manière de s'asseoir dans un fauteuil, et je le vois avec vous, mais si déjà je décide de m'asseoir comme cela, vous voyez que je suis dans une autre atmosphère, et si jamais je décidais, alors je ne vais pas le faire, ou alors il faudrait demander à Sarah de me parer, mais si je décidais de m'asseoir complètement à l'envers, vous voyez ce que ça pourrait donner. C'est-à-dire, en fait, les jambes en l'air sur le dossier, la tête qui pend en bas, c'est ma liberté de faire cela. Donc là, j'ai pris le fauteuil comme exemple de, tout à coup, je décide de faire quelque chose, de transgresser un usage, de transgresser quelque chose. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Je me sens libre en subvertissant les codes, en utilisant le fauteuil comme bon me semble, parce que c'est moi qui décide, parce que je suis libre et que ma liberté est souveraine et que rien donc, et surtout pas un vil fauteuil, et surtout pas de vaines habitudes, ne doivent m'empêcher d'exprimer cette valeur suprême qu'est ma liberté. Est-ce que pour autant, affirmer cette liberté est simple pour moi? Non. D'abord parce que je vais probablement souffrir d'être assis comme cela. Rien que le fait de ce que j'ai fait, là, j'ai une petite tension sur les adducteurs. Mais ça va, ça va. Je vais tenir bon jusqu'à la fin. Mais aussi, si je m'assois à l'envers, mon sang va descendre dans ma tête. Je risque un AVC ou quelque chose comme ça. Et surtout, on va se moquer de moi, en fait, on va se demander pourquoi je fais des choses aussi ridicules. Je vais essuyer des remontrances, je vais essuyer le regard goguenard de mon entourage. Je peux aussi m'entêter dans ma décision parce que le fauteuil est, à sa façon, un mur, comme je l'ai défini précédemment, c'est-à-dire un dispositif face auquel ma liberté, potentiellement, peut s'éprouver. Et si, par accident, je mourrais en ayant cet usage abracadabrantesque du fauteuil, eh bien, je pourrais peut-être devenir un martyr, un prophète. Les gens se mettraient à utiliser le fauteuil comme moi pour montrer que j'ai eu raison de montrer ma liberté dans ce geste splendide. Alors, qu'est-ce qui suscite... Qu'est-ce qui va se passer finalement? Enfin, vous allez faire quelque chose ou... Vous voulez que je le fasse? Non, je ne sais pas. Mais, si vous voulez, en tout cas, si vous voulez qu'on vous aide d'une manière ou d'une autre... Vous me tentez. Laissez-moi avancer cependant. Qu'est-ce qui suscite, en fait, c'est ça la question, l'inconfort de cette situation? Est-ce que c'est juste que je contreviens à des habitudes ou que Mais non, en fait, on voit bien cette partie, là, vous le savez, s'appelle le dossier, par exemple. Donc, il y a un usage implicite qui est indiqué dans la manière même dont je nomme les choses. Donc, le fait de ne pas m'asseoir à l'envers, hein, au risque de vous décevoir, c'est que je pense finalement, et c'est à ça que me sert le fauteuil, c'est que je montrerai en m'asseyant à l'envers ma totale incompréhension de l'ordre des choses, de la logique implicite des choses, celles qui ont présidé notamment à la construction du fauteuil. Donc, mon inconfort n'est pas seulement lié à la bêtise des autres qui ne comprendraient pas la beauté de mon geste. Il est d'abord lié, je pense, à ma propre incompréhension de ce que c'est qu'un fauteuil. Voilà. Donc, on voit bien comment, en fait, d'ailleurs, quand on est nouveau dans un art, quand on est nouveau dans une technique, dans une pratique, on est très maladroit. Et à mesure qu'on comprend mieux les choses, à mesure qu'on s'habitue, eh bien, on s'améliore. Donc, beaucoup de réalités sociales ou naturelles fonctionnent comme ce fauteuil. Il y a une bonne manière de s'en servir, il y a un usage, il y a une norme implicite qui est inscrite dans ces choses. Et la question qui nous est posée alors, c'est est-ce que la liberté s'éprouve dans le fait de s'en servir n'importe comment, comme il me chante, ou bien est-ce qu'il n'y a pas plus de grandeur, peut-être, à comprendre et à faire comme il faut? Voilà. Donc ça, c'est la question. Le problème avec le fauteuil, en fait, il n'est pas tout à fait fini, c'est qu'il incarne, je dirais, le système de la non-liberté qui se perpétue parce qu'il procure une certaine satisfaction de nos instincts. Autrement dit, je m'assois bien confortablement dans le fauteuil parce que, et par là, on peut dire, je m'aliène à mon propre confort. Hein, je m'aliène par la consommation. Et à l'inverse, donc, je rejoins ici Jean-Claude Monod, toute volonté de libération ici, hein, serait motivée par la perspective, peut-être, d'une meilleure satisfaction de nos besoins. Ma tentative de m'asseoir à l'envers, ou ma velléité, en tout cas pour aujourd'hui, n'est pas entièrement dépourvue de fondement, même si à la fin, c'est infructueux, pas totalement dépourvu de fondement, puisqu'en fait, je me dis que peut-être un autre avenir est possible dans notre relation avec les fauteuils.
Troisième image, c'est plus une chose, cette fois c'est un livre. Ça sera, je pense, peut-être ma seule référence aujourd'hui. Mais ma conception fondamentale, notre conception peut-être fondamentale de la liberté, c'est l'idée qu'on fait ce qu'on veut. En fait. C'est un peu ce que j'ai dit avec mon histoire de fauteuil, là. Et que, en tout cas, l'idée qu'on aurait des raisons d'agir, des motifs, des intérêts, à faire ce qu'on fait, eh bien, ça, c'est en général considéré comme une sorte de problème par rapport à la question fondamentale de la liberté. On ne serait libre, finalement, qu'une fois qu'on serait totalement désintéressé. Ainsi, toute action qui serait intéressée, motivée, ne serait pas libre au prétexte que la chaîne de l'intérêt nous retiendrait. Donc, s'il n'y a jamais d'acte libre, c'est que nous avons le sentiment de toujours être contraints par les circonstances de l'effectuation. Nous faisons ce qu'il faut, quand il faut, où il faut, parce qu'il le faut, et la liberté se situerait nécessairement au-delà de nos actions, au risque de devenir introuvable, comme une sorte de fantôme qui ne prend jamais forme. Alors, partant à la recherche de l'acte libre, le premier candidat, c'est l'acte qu'on appelle gratuit. Et donc le paradigme, le cas scolaire, moi c'est celui que j'ai appris quand je passais le bac, c'était cette scène dans le roman d'André Gide, Les caves du Vatican, scène au cours de laquelle deux voyageurs se croisent par hasard lors d'un voyage en train, ils ne se connaissent pas, ils ignorent tout l'un de l'autre, et soudain, l'un des deux décide de se lancer par défi le fait de compter jusqu'à 12, et que s'il ne voit pas, je ne sais plus, une maison qui passe dehors par la fenêtre, il poussera son compagnon de voyage par la porte. Et c'est ce qu'il fait. Il catapulte, donc c'est ça, l'acte gratuit. On assiste en quelque sorte à une sorte de crime parfait, un crime parfait, au sens où le coupable en est absolument introuvable parce qu'il n'a aucun motif en fait d'agir comme il agit. En vérité, si on se plonge un peu au-delà de la scène même que je viens de vous raconter dans l'ensemble du roman, on s'aperçoit que l'individu qui agit ainsi réalise sans en avoir conscience ce que j'appellerais les commandements d'une providence secrète qui le dépasse. Il croit être libre à ce moment-là, et il nous donne l'illusion d'être libre, mais en vérité, on s'aperçoit qu'il y a énormément de rapports entre eux, de relations, de choses de divers ordres qui acheminent vers ce geste, cette chute, cette rencontre. Donc, finalement, cette histoire que je viens de vous raconter à partir d'André Gide, elle retrouve un motif que nous connaissons tous, un motif très important pour la psychanalyse, c'est le motif de Oedipe, qui tue Laios à la croisée des chemins. Si vous vous souvenez de la scène, eh bien, ils se croisent, Laios veut forcer le passage, ça va être qui va passer le premier, et puis l'un tue l'autre, les deux hommes s'ignorent parfaitement. On a donc quelque chose de tout à fait analogue à notre affaire, là. Hein. La raison, le motif pour lequel Oedipe tue Laios est tout à fait insignifiant. Hein. Il a refusé de me donner le passage, il m'a refusé la priorité. Et pourtant, voilà, il le tue, presque par hasard, et ce faisant, il accomplit, en fait, il réalise une prédiction, il accomplit une destinée. Oedipe tue donc sans y penser, mais il ne fait par là qu'accomplir une sorte d'ordre écrit plus haut, se soumettant à une nécessité supérieure, ce qui indique, et c'est ça le problème que je veux poser à travers cette affaire de l'acte gratuit, c'est que nous n'agissons jamais dans un vide complet, en fait. Cette question du vide complet, elle n'existe pas. Nous nous dessinons toujours sur le fond d'une situation. Quatrième objet, parce que je vois que le temps court, c'est un sudoku, une grille de sudoku. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez le résoudre, en fait, c'est ça la question. D'où vient, alors je parle seulement à une partie du public, d'où vient le plaisir que nous prenons à résoudre des grilles de sudoku? Alors, tout le monde va partir, mais bon, il y en a parmi nous peut-être, mais l'idée c'est la suivante. On voit bien ici sur ce cas que faire un sudoku, n'importe quel autre type de problème en fait, est une expérience étrange, parce que chaque étape de la résolution du problème est contrainte.
Il y a une méthode à suivre, il y a des pas progressifs à avancer en fonction des indices qui vous sont donnés. Et en résolvant ce problème, je ressens du plaisir, je m'engage volontairement dans cet exercice et j'éprouve mes forces, mes capacités intellectuelles à la résolution de ce problème que je me donne. D'où vient ce plaisir, en fait? C'est ça la question ici. Il faut noter que, ce faisant, résolvant une grille de n'importe quel problème, je n'invente rien. C'est-à-dire quelqu'un connaît déjà la solution, et sans doute au moment même où je travaille sur cette grille, des centaines de milliers de personnes à travers le monde résolvent la même grille. Je m'emballe. On a là, ici, en tout cas dans la résolution de l'acte mathématique, un cas paradigmatique d'action libre, qui n'a rien d'une action gratuite telle qu'on l'a vu précédemment. La résolution du sudoku, mais cela peut fonctionner exactement de la même manière pour la résolution d'une enquête policière, par exemple, montre que, afin d'être libre, il ne faut pas être indifférent. À chaque étape, j'ai des choix à faire, et entre deux solutions, il n'y a aucune indifférence possible. J'ai grand intérêt à choisir un terme plutôt que l'autre, car dans un sens, je m'achemine vers la résolution. Et si je fais le choix contraire, je m'enfonce dans la contradiction, je m'enfonce dans l'erreur. Ainsi, dans une direction, en faisant certains choix, je suis garanti de réussir. De l'autre, je suis assuré d'être dans l'échec et dans la frustration. Ainsi, la liberté prend ici, pour nous, un nouveau visage, en fait. C'est-à-dire, non pas l'idée qu'il s'agit de produire des actes créateurs, mais il s'agit, on peut dire, d'exercer une pensée spontanée, autonome, indépendante. Tout cela dans le paradoxe suivant, qui est que dans le cadre de la résolution d'un tel problème, tout est fixé à l'avance. La méthode est fixée, l'objet à découvrir est fixé. Et de la même manière, quand on apprend aux enfants à faire des opérations, des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, eh bien, de la même manière, l'exercice que l'on fait n'enrichit pas les règles du calcul, il ne fait que recommencer une opération que mille et mille autres ont fait avant nous, et qu'on ne pourra jamais mener plus loin que le terme de l'opération est donné. Donc il y a un paradoxe frappant de cette expérience du problème mathématique, qui est que notre esprit est semblable à quelqu'un, une personne qui est engagée sur une sorte de route à sens unique, où chacun de nos pas et où, disons, la position même qu'on doit adopter à chaque étape est rigoureusement conditionnée par la nature même du problème que l'on est en train de résoudre. Et pourtant, et c'est ça qui m'intéresse dans cette affaire, et pourtant, donc, nous sommes pénétrés par une conviction, la conviction d'accomplir librement ce que nous faisons quand nous résolvons un tel problème. Alors, dernier point ici, pour moi, alors j'ai trouvé que ça comme image, mais disons, c'est l'idée d'une pierre dévalant une pente. Quand une pierre dévale une pente, elle suit les lois de la gravité, et c'est Spinoza qui a formulé cette hypothèse. Si on lui donnait la parole à la pierre, dévalant la pente, elle dirait qu'elle est libre de dévaler la pente. Alors, on voit bien ici comment, un peu comme dans le cas du sudoku, l'ordre ne peut pas être évité. On peut faire l'économie de la subjectivité humaine face à, disons, un ordre qui est donné, qu'on peut appeler l'ordre des essences, l'ordre des vérités. Eh bien, la subjectivité ne peut être que la liberté d'adhérer à cet ordre. Ou alors, on se condamne à n'avoir que des pensées incomplètes et confuses. On se condamne à n'avoir accès qu'à des vérités mutilées. Donc, on voit bien comment la subjectivité individuelle, ici, disparaît. Et de la même manière, dans ces films, ou dans ces, voilà, on peut voir des personnages, ou dans la vie quotidienne, on peut voir des personnages qui dévalent la pente hormonale de l'agressivité, mais qui se sentent libres, même au sein de leur colère. Alors, les gènes et les hormones, je l'ai dit, sont des tels candidats, en fait, pour nous déterminer, en fait. Hein, la marionnette et ses fils, qui donnent leur image à ce forum aussi, nous donne une autre image. On lit dans Lucien Leven, le roman de Stendhal, un personnage féminin qui se demande d'où viennent ses pensées, et Stendhal note en marge, de manière très cruelle,
quelque chose comme, si je me souviens bien, de la matrice, ma petite. D'où viennent mes pensées? De la matrice. Alors faut-il se réduire à dire que nous avons des pensées utérines, des pensées phalliques, des pensées vaches et des pensées taurines, je ne sais pas. Cette destinée génétique qui, s'accomplissant, ne nous laisserait de la liberté qu'une illusion ou un spectre vaporeux. Dans tous nos errements, dans tous nos gestes, laissons-nous parler une nature, en fait. Sommes-nous l'expression d'une nature? Face à de tels modèles, on comprend l'importance cruciale de donner du sens et de nous attacher donc à la liberté comme postulat, comme valeur. Il ne faut pas se contenter cependant, face à cette image, de dire que la pierre a l'illusion d'être libre en dévalant la pente. Ce que doit faire la pierre, c'est acquérir la connaissance des lois de sa chute, c'est acquérir une connaissance complète de la topographie du terrain sur lequel elle dévale, c'est imaginer par là des moyens qui vont empêcher la chute, qui vont la contrecarrer, et pourquoi pas des moyens de voler. Imaginer des itinéraires, imaginer des façons de dévaler la pente qui soient différentes de la simple trajectoire en ligne droite. Les lois de la nature sont un mur et les sciences et les techniques sont notre manière de les contourner ou de composer avec elles. Alors, on a vu qu'on pouvait se représenter la liberté comme une liberté d'indifférence, l'acte gratuit, on peut dire le plus bas degré de la liberté, ou bien on peut se représenter la liberté comme un éveil, par lequel la conscience passe à une connaissance plus haute, à une vue plus large. Et dans ce cadre, il s'agit moins peut-être d'une philosophie de la liberté, et là encore je consonne avec mes collègues, mais peut-être plutôt d'une philosophie de la libération. Libération par laquelle l'individu va s'émanciper des fausses idées qui l'emprisonnent, s'émanciper des erreurs dans lesquelles il était jusqu'alors prisonnier. Tout le problème vient de celui qui dort confortablement, assis dans son fauteuil, on y revient, ne sait pas nécessairement qu'il dort et ne cherche pas nécessairement à s'éveiller. Ainsi se pose le problème déterminant ici du passage du sommeil à la veille. On imagine des individus qui tâtonnent dans le noir, cette libération donc les fait passer de l'un à l'autre et semble nécessairement comme la lumière qui se fait sans qu'on sache vraiment toujours d'où elle est venue. En tout cas, cette lumière, il me semble, ne descend jamais sur moi seul. Faut-il dire donc ma liberté? Je crois qu'on gagnerait plutôt à parler de notre liberté et je vous remercie de votre attention.